La Manche, The Channel, d'un côté la France, de l'autre l'Angleterre, les frogs et les roast beef. Des siècles de mésententes cordiales, de je t'aime moi non plus, de guerre et de traités de paix. 33 kilomètres séparent Calais de Douvres, 33 petits kilomètres d'une mer qui a servi de rempart aux invasions romaines, puis françaises, puis françaises, puis françaises. Et malgré cette histoire mouvementée, un grand projet a fait fantasmer les architectes pendant plus de 2 siècles, rattacher l'île britannique au continent européen. En 1994, le rêve est réalisé. Le plus long tunnel ferroviaire sous-marin au monde s'ouvre aux Eurostars, mais aussi aux voitures et aux camions. Mais jouer la taupe sous la mer ne se fait pas en un jour, car un Anglais sans sa manche, c'est déjà une moitié d'Anglais. Alors 20 ans plus tard, le tunnel est-il à la hauteur du rêve des ingénieurs? Le tunnel a-t-il rétréci la Manche? Entre 1807 et 1987, 28 projets sont imaginés. Des ponts, des tunnels, des tubes immergés, des îles artificielles. Tout y passe. Certains chantiers sont irréalisables, d'autres avortés à cause des guerres napoléoniennes ou de la Grande Dépression. Par 2 fois, on commence même à creuser. Pour Philippe Cosette, un des ouvriers qui a creusé le tunnel, tout a commencé ici, autour des vestiges de la première tentative qui date de 1880. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est ici, précisément. J'étais tout petit, et je me souviens que c'était mon père qui m'avait parlé et qui m'expliquait ce que c'était que ce cercle qui est là sur la prairie. Là. Le bâtisseur. Étant moi originaire de la région, le tunnel sous la Manche c'était plus qu'un rêve pour le pays. Hein. C'était un mythe, pratiquement. Et l'histoire, on a toujours entendu parler de cette histoire des tentatives de tunnel sous la Manche. Notamment, c'est avec celui qui se trouve ici derrière moi, mais aussi avec celui de 73-75, qui avait été abandonné par les Anglais et les Français. Et puis, l'histoire avait recommencé dans les années 1984. Hein, pour moi, ça a été un endroit sur lequel je voulais travailler. En pleine construction européenne, l'idée d'un lien fixe transmanche rejaillit une nouvelle fois sous l'impulsion de François Mitterrand. Et si très vite les officiels s'emballent, plus on se rapproche de la Manche, moins on adhère. Ironie de l'histoire, le nouvel ennemi commun, le tunnel, rapproche les 2 peuples qui combattent d'une même voie. Tout semble aller pour le mieux ou presque. Et pourtant, en France comme en Angleterre, les opposants au tunnel ne désarment pas, au premier rang desquels les ports du littoral. Jean-Jacques Barthes, le maire de Calais de l'époque, se souvient encore de cette première bataille pour défendre l'activité du port. Il y a eu une méfiance de ce côté-là aussitôt. Hein, et c'est vrai qu'on ne pouvait que s'inquiéter. L'antitunnel. Un tunnel allait prendre comme passager, s'il se faisait, ne passerait plus évidemment par voie maritime. Et il avait raison, les prévisions à l'ouverture sont de prendre 100% du trafic transmanche et de couler les ferries. Mais les enjeux binationaux dépassent l'influence des élus locaux. Et en 1986, le traité de Canterbury sacrifie sur l'autel de la construction européenne l'insularité de l'Angleterre. J'ai l'honneur de vous informer que la Grande-Bretagne et la France, sur la base du rapport établi par les experts, ont décidé aujourd'hui de relier leurs 2 pays par un double tunnel sous la Manche. On s'est battu avec Eurotunnel pour qu'ils recrutent plutôt localement, le maximum localement. Ça a été une des batailles, il y en a eu beaucoup avec Eurotunnel. On les a pas toutes perdues, il y a des choses qu'on est arrivé à faire avancer. Avant même la signature, les travaux sont lancés. Pour tous, c'est le chantier du siècle. 150 km de galeries creusées à 100 mètres sous la mer pour relier le village de Coquelles à la ville de Folkestone. Le seul terrassement du terminal de Coquelles a nécessité 7 fois plus de terre que la plus grande pyramide d'Égypte. Et pendant ces travaux d'Hercule, le maire de Calais continue son combat. Au plus haut du chantier, on était à 6-7 000 du côté français. Bon, il y en avait autant, peut-être plus, du côté anglais.
La prouesse technique, on s'en rendait compte au fur et à mesure, hein, parce qu'au départ, on nous avait dit on va faire un grand trou, on va faire ce puits, après on va lancer des tunneliers. Peu à peu, on s'est rendu compte que on était sous la mer. Bon, on n'en parlait pas à chaque minute, mais on était sous la mer et on creusait et sans cesse c'était l'idée d'aller chercher les Anglais en face de nous. Suivie par le monde entier, l'armée d'ouvriers français et britanniques avance de 3 mètres à l'heure pendant 6 ans. Les tunneliers, gigantesques taupes d'1 millier de tonnes, se feraient un chemin dans la craie bleue jusqu'au fameux 1er décembre 1990, jour où Philippe Cosette passe à la postérité. Le 1er décembre 1990, à 12h10, j'ai eu le feu vert. Avec le marteau-piqueur, on l'a tapé sur la dernière paroi. Il restait à peu près 25 à 30 cm. Et puis mon homologue anglais en a fait autant de l'autre côté. Et on s'est rejoint là. Et on s'est échangé quelques mots, on s'est serré la main, échangé les drapeaux. Et puis voilà, c'est resté la première jonction, la jonction historique, quoi. Une image qui a marqué la rencontre entre les Français et les Anglais. C'était un grand moment dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Après avoir été une île pendant autant de temps et soudain être liée au continent, L'anglais. à l'époque, j'étais journaliste à l'Independent. J'avais été envoyé pour couvrir le moment où les ouvriers anglais et français se sont rejoints dans le tunnel. C'était un moment très drôle, car quand ils ont fait la jonction, qu'ils se sont finalement retrouvés, que le dernier morceau de paroi est tombé, les Français ont chanté la Marseillaise, un grand moment patriotique, alors que les ouvriers anglais, eux, ont chanté un chant de supporters de foot. J'imagine que c'est une différence culturelle entre les deux pays. Mais je pense que dans l'ensemble, l'Angleterre était plutôt favorable au projet, à condition que ça ne coûte pas trop d'argent. J'aimerais que le tunnel soit construit, mais c'est trop coûteux pour la Grande-Bretagne en ce moment. Sur le financement du projet, la politique libérale de la Dame de Fer et la conception socialiste de Mitterrand se sont toujours opposées. Et c'est l'Angleterre qui a gagné. Le tunnel a dû être financé par le privé. La société Eurotunnel est choisie en 1987 pour mener les travaux. La chasse aux investisseurs est lancée car il faut trouver 15 milliards de francs pour financer le chantier. La France entière est mobilisée et 300 000 petits porteurs investissent dans les actions Eurotunnel, encouragées par l'État. Parmi eux, Christian Cambier, un professionnel de la bourse. J'en ai mis 2-3%, mais mes clients l'ont très mal vécu, ils me l'ont reproché. J'aurais pu perdre plus de clients. Ça n'a pas été bon pour moi. C'est clair. C'était un mauvais choix. Le petit porteur. Ce coup-là, je me dis, tiens, bon, puis alors ça y est, là, c'est parti, il y a un prospectus, que dès 93, on va toucher des dividendes, que c'était en 87, hein, dès 93, on allait toucher des dividendes, qu'ils allaient capter la totalité du trafic France-Manche, qu'il n'y aurait plus de voitures qui passeraient sur les ferries, que tous les trains passeraient en dessous, qu'il n'y aurait plus de clients pour les avions, tout ça. Moi qui fréquentais tout le temps le passage, en bateau, en tout, en avion, etc. Je me suis dit, chic, alors ça doit être un truc génial. Et je me suis fait avoir. Nous avons mis 23 milliards, on nous en a piqué 19, il nous en reste pratiquement plus. Les banques ont mis 70 milliards, elles en ont gagné 30. Les travaux qui ont coûté 6 fois plus qu'annoncé font chuter l'action brutalement. Le titre passe de 35 francs à quelques centimes, ce qui provoque la colère des actionnaires. Le président d'Eurotunnel, Jacques Gounon, s'en explique. Mais comme toujours sur les chiffres, personne ne s'entend. On a certainement été optimiste sur le trafic et on a été peut-être trop suffisamment imprudent sur le coût des travaux qui, évidemment, ont été plus importants. Le président du tunnel. Les banques ont perdu sur cette opération de l'ordre de 5 milliards et les actionnaires historiques de l'ordre de 3 milliards. Alors c'est beaucoup pour les actionnaires historiques, mais ça n'est pas aussi dramatique que ce que des actionnaires peuvent perdre en bourse avec des opérations type Natexis ou autres, je ne vais pas les décrire. Des gens ont souffert, moins que les banques,
mais que le problème n'est pas de comparer les souffrances des uns ou des autres. Ce qu'il faut, c'est voir l'avenir. Oui, on est dans une situation qui a eu des départs difficiles, mais je crois qu'aujourd'hui, on est sur un cheminement qui est celui que les actionnaires souhaitent. Si ça n'avait pas été financé par les petits mecs, le projet ne serait jamais arrivé. Aujourd'hui, il passe des millions de personnes chaque année. Je ne sais pas si c'est 10 ou 20 millions de personnes. Si on n'avait pas fait, si on n'avait pas nettoyé les actionnaires d'origine, le projet n'aurait jamais eu lieu. Quand on a construit des cathédrales au Moyen-Âge, il y a eu des morts, sûrement. Pensez bien qu'il n'y avait pas toute la sécurité, les casques durs et tous les machins. Aujourd'hui, ça vous préoccupe les morts qui ont eu pour les cathédrales? Non, il reste la cathédrale. Ce qui compte à la limite, dans 50 ans, le tunnel sera toujours là, lui. Les actionnaires, Mme Schmilblick ou M. Schtroumpf, qui a perdu 3,50 balles il y a 50 ans, on s'en tape. C'est moins grave qu'un mort, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez, j'aime bien cette comparaison. Il reste les cathédrales, mais il reste le tunnel. Alors, qu'il y ait eu des mecs qui étaient assez nuls pour mettre un peu d'argent, parce qu'on les a trompés. Mais la bourse, c'est une machine à tromper les gens. Pour que les riches s'enrichissent, il faut tondre les petits. Ils sont très nombreux, les petits. Donc, et les moutons, et l'avantage des moutons, c'est que la laine repousse. Donc, régulièrement, on donne un coup de tonte. Eurotunnel, on a donné un coup de tonte, on a nettoyé, on est passé à autre chose. C'est archi classique. Mais dans l'histoire du monde, c'est comme ça depuis 2000 ans. 20 ans plus tard, la page est tournée pour Christian Cambier et tout va pour le mieux pour Eurotunnel, qui est depuis peu bénéficiaire. La société s'est restructurée. Elle a échangé sa dette auprès des banques contre une place au capital. Mais la valeur de l'action, noyée dans les pirouettes financières successives, ne retrouvera jamais son cours d'origine. Ce qui n'empêchera pas le tunnel de fêter en 2012 son 300 millionième passager. Comme si chaque Français et chaque Anglais avaient emprunté le tunnel 2 fois. « 300 trains franchissent chaque jour les 50 km de tunnel sous la Manche pour relier en 35 minutes le Kent au Pas-de-Calais. Grâce au trafic qu'il génère, le tunnel sous la Manche doit redynamiser la région, sinistrée par la perte de l'industrie de la dentelle. Enfin du moins, c'est ce qu'on espérait dans le coin. Mais Calais, qui se bat pourtant depuis des années, perdra encore la Manche, au profit d'un petit village situé 5 km plus loin et jusqu'alors inconnu, Coquelles. Vous avez dit Coquelles? Jamais entendu parler. La petite commune rurale de 2400 habitants, qui menait jusqu'alors une vie tranquille, s'est considérablement enrichie. Et sur le rond-point, on expose même le tunnelier, comme une relique du Saint-Tunnel. Pour la ville de Coquelles, ça a été un chantier qui a bouleversé bien sûr la ville. D'une commune rurale, petite commune rurale, on est passé à une ville internationale, qui a une renommée, une reconnaissance maintenant. C'est la ville du tunnel sous la Manche. L'ami du tunnel. Alors ici, vous avez le groupe scolaire, le self-service, et ici la médiathèque. Bon, tous les équipements sportifs, donc les terrains de football. Vous avez une résidence pour personnes âgées valides. Ici, vous avez la clinique des Deux Caps. Sur la zone du tunnel et de Coquelles, vous avez 4 zones d'activité, et ce qui octroie de 6 000 salariés. 6 000 salariés, alors que la commune, en nombre d'habitants, c'est 2400 habitants. Et c'est une ville très atypique. Longtemps, Coquelles s'est enrichie grâce à la manne financière générée par la taxe professionnelle d'Eurotunnel, tandis que Calais continuait de perdre sa puissance régionale. Dans le plan d'origine d'Eurotunnel, il n'y avait pas de place pour deux. Nous nous sommes battus pour que l'autoroute arrive, comme il est maintenant, à l'ouest de Calais. Parce que ce faisant, à notre sens, ça permettait d'être moins isolé par rapport à ce grand trafic qu'allait engendrer le tunnel. Mais à l'origine, ils voulaient que l'autoroute arrive au terminal du tunnel, vers Coquelles, vous savez.
Alors nous, là, vraiment, il y a eu une bataille terrible pour que ça arrive à l'ouest de Calais. Autrement, Calais aurait été encore plus isolé. On a été fort jalousés, mais bon, après les choses se rentrent dans l'ordre. Bon, il faut surtout bien communiquer et aussi avoir le sens du relationnel. Hein, il faut bien expliquer les choses. Eurotunnel s'est vu confier, en plus de sa mission d'exploitation, une mission d'aménagement du territoire. Et son choix s'est porté sur une super zone commerciale, la Cité Europe. 5000 emplois, 140 boutiques, 12 salles de cinéma, une vingtaine de restaurants, 4200 places de parking. Tout est fait pour accueillir les habitants de la région et les Angliches qui viennent ici toute l'année remplir leurs coffres de dizaines de litres de vin. Eurotunnel a montré aussi qu'il voulait faire des bénéfices en créant cette fameuse Cité de l'Europe de commerce. Alors qu'Eurotunnel avait signé avec le maire de Calais et la chambre de commerce de Calais un protocole d'accord disant qu'ils ne construiraient jamais d'hypermarché sur leur zone. Et ils le faisaient 4 mois plus tard avec Carrefour, qui a été la locomotive pour drainer toute une cité commerciale. Moi, je me prends à rêver quelquefois, le centre de Calais est très pauvre, très tristouné. Si on se replaçait comme ça dans l'esprit, si on replaçait tous les magasins qu'il y a à la Cité de l'Europe sur nos boulevards, on aurait une ville animée, active et intéressante, quoi. Moi, j'étais commerçant donc, au centre-ville avant de Calais. Et voyant le monde qu'il y avait à Cité Europe et Eurotunnel, forcément, l'envie m'a donné de venir. Et j'ai eu l'opportunité de racheter un fonds de commerce, donc c'est là que je suis venu ici. Je peux dire que maintenant, le centre de la région, c'est Cité Europe. Calais, passage obligé pour entrer en Grande-Bretagne depuis si longtemps, se fait voler la vedette. Son port, fleuron économique de la ville et fierté locale, redoute pour son trafic. Ceux de Boulogne et de Dunkerque en ont déjà fait les frais et ont coupé leur liaison avec l'Angleterre. La question importante pour le port de Calais aussi, c'était sa perte du fret, même si pendant un moment, il a gardé un certain trafic passager relativement important. Le fret a vite fui les cars ferry pour aller dans le tunnel. Depuis 40 ans, l'Angleterre désindustrialisée a besoin d'importer toujours plus de produits manufacturés. Le ferry, malgré son charme indéniable et une politique tarifaire agressive, reste plus lent et soumis aux aléas de la météo. Il ne peut concourir contre un train. À l'origine, le tunnel sous la Manche a été plutôt conçu comme une autoroute, c'est-à-dire que le système des shuttles permet à une voiture ou un camion de monter sur une navette et de traverser la Manche. Et ceci avait été considéré comme la chose la plus importante. Ce que nous avons observé au fil du temps, c'est que les échanges de marchandises, c'est-à-dire les camions sur nos navettes, étaient finalement beaucoup plus importants que à la fois les voitures sur nos navettes et même que les passagers Eurostar. Pour le prix, oui, je pense que le ferry est un petit peu moins cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, mais d'habitude, on peut traverser la Manche par le tunnel et retourner en Angleterre en 1 heure ou 1 heure et demie. Chaque année, 1 300 000 camions font le choix de passer sous la Manche plutôt qu'au-dessus. Quand on transporte des marchandises, plus que jamais, le temps, c'est de l'argent. C'est mon 4e voyage cette semaine. Si j'utilisais le bateau, je perdrais peut-être 12 heures sur la semaine. C'est une journée de plus. Il y a vraiment plus de camions qui viennent en Grande-Bretagne, vraiment, en utilisant le tunnel. Le tunnel, c'est une bonne chose, je pense. Le tunnel est une bonne chose pour les camions, d'accord, mais pour les personnes. En moyenne, plus de 6 000 voitures traversent la Manche chaque jour dans ces trains navettes, un trajet qui leur revient au mieux à 80 € aller-retour. Qui sont ces passagers? Le tunnel a-t-il changé leur vie? On vient de Hollande. On a traversé un petit bout de la France pour aller en Angleterre. Pour ces Hollandaises en vacances, non. Je viens de Bruges et je vais aller à King's Lynn. Pour ce Belge en voyage d'affaires occasionnel, pas vraiment. On va travailler à Ashford,
SBE UK. On fait ça tous les jours. Donc on prend tous les jours notre navette quotidienne pour aller travailler. Ah, mais pour ces Calaisiens peut-être. Le transfrontalier. De 3 à 4 heures par jour de transport, c'est arrivé à la fin de semaine, c'est lourd. C'est épuisant. Mais bon, on prend le rythme. Enfin, à mon avis, c'est pas beaucoup plus épuisant que de prendre le RER tous les jours pour aller travailler dans le centre de Paris quand on habite la banlieue. Donc je pense qu'on est quand même un peu plus chanceux puisqu'il y a quand même la traversée se fait dans la voiture, on n'a pas à bouger, il n'y a pas le stress, il y a pas, on est quand même 40 minutes où on est tranquille, quoi. Mais plus qu'une contrainte, travailler en Angleterre est vécu comme une opportunité pour ces salariés d'une entreprise d'électronique de Boulogne-sur-Mer. Ça nous revient à 860 € par mois pour le tunnel, par la voiture, donc pour 7. C'est bien parce qu'on partage, c'est vraiment le covoiturage. On utilise une voiture et tout est partagé, quoi. Tout est partagé en 7. Traverser la Manche, c'est quand même une autre vie, quoi. Quand j'habitais en France, je veux dire, le rayon d'amitié, en fait, le rayon, c'était Boulogne, Calais, Saint-Omer, on va dire. Quand on arrive en Angleterre, on ne parle plus en région, mais on va parler en pays. On parle de la Pologne, du Népal, on parle d'Amérique du Sud, on parle d'Afrique du Sud. Enfin, je veux dire, donc ça ouvre, je dirais, quand même des horizons. Ça nous ouvre des choses, quoi. Et pourtant, ils sont très peu à faire des allers-retours. La lourdeur au quotidien de la traversée et l'absence de statut transfrontalier en freinent beaucoup. La promesse d'opportunités interrégionales n'est pas encore complètement tenue. Mais un avenir où Fabien pourrait rentrer déjeuner chez lui n'est peut-être pas si loin. Le tunnel sous la Manche, il a créé une facilité de circulation qui a conduit des gens à se déplacer alors qu'ils ne l'envisageaient pas. On peut considérer que cela va continuer, surtout avec les améliorations qui sont les nôtres, et donc qu'on soit dans une logique de métro, à proprement parler, c'est-à-dire une rame toutes les 2 minutes qui transporte énormément de monde. Et ça, c'est techniquement possible et nous y travaillons. Reste que pour l'instant, 2 heures pour se rendre au travail, c'est beaucoup, surtout quand on peut faire Paris-Londres en à peine plus de temps. Car le vrai métro transmanche, c'est en fait l'Eurostar. Paris-Londres en 2h15, Bruxelles-Londres en 1h50 et bientôt Francfort-Londres. Avec ses 10 millions de passagers, l'Eurostar constitue le plus gros trafic transmanche. Finalement, le tunnel aura plus changé la vie des Parisiens que celle des Calaisiens. Alors là, on est le lundi 8h15 pour arriver à la gare à 8h30 pour le train de 9h13. Si je suis en avance, un peu avec un peu de chance, j'aurai su 8h43. On verra. À la gare du Nord, départ Eurostar, arrivé à Saint-Pancras, plein centre de Londres, plein centre de Paris, à plein milieu de Londres. Impeccable. L'Eurostar, effectivement, sachant qu'on pouvait rentrer très régulièrement, a fait que j'ai choisi d'aller à Londres, quoi. Alors que peut-être que sans cette possibilité-là, je ne sais pas si j'aurais pris la même décision, effectivement. Le parigot londonien. Le choix était assez simple, c'était soit un boulot qui ne me plaisait pas à Paris, ou le travail que je voulais faire mais qui était qu'à Londres. Donc ensuite, a dû m'être mis dans la balance le fait que j'étais avec ma copine qui habitait Paris. Mais grâce à l'Eurostar, finalement, après la décision d'aller à Londres, et elle va bientôt me retrouver pas loin d'un an après quand même. C'est quand même assez cher. C'est-à-dire qu'on va dire qu'en moyenne, un billet revient, avec mon organisation, me revient environ à 140, 150 €. C'est quand même un vrai budget. C'est partie de notre salaire qui est alloué au budget Eurostar, malheureusement. Avec ses 400 000 Frenchies, Londres est devenue la 6e ville française devant Bordeaux. Un nouvel Eldorado pour les Français en quête de changement ou, comme Arnaud, de travail. Une invasion française a bien eu lieu dans la capitale anglaise, et sans même avoir eu besoin de sortir les fusils. Je pense que quand Maggie a donné son accord pour creuser le tunnel,
Elle n'imaginait certainement pas que Londres deviendrait un foyer pour les Français. Maggie était une vraie petite Anglaise. Elle n'aimait pas les Français, elle n'aimait pas les Européens. Elle était toujours d'accord pour prendre l'argent des Français ou des Européens. Mais je crois qu'elle n'a jamais imaginé que le tunnel permettrait à tant d'étrangers de s'installer à Londres, la transformant en une ville si cosmopolite. Quand dans le métro, vous entendez parler français, vous entendez parler espagnol ou italien. Si elle avait su ça, elle y aurait pensé à 2 fois. Maggie devrait bien se faire à l'idée de partager son thé avec ses maudits voisins, car il pourrait passer prochainement dans le tunnel 2 fois plus de trains. Les Français n'ont pas fini d'aller boire des bières dans les pubs anglais, et les Anglais eux-mêmes ne rechignent pas non plus à s'installer sur nos côtes. Finalement, 17 ans après l'ouverture du tunnel, la Manche n'est plus un rempart. L'éternelle rivalité franco-britannique verrait-elle enfin le bout du tunnel ?